Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier rendez-vous de 4 rencontres pour lesquelles Mediapart s'associe au MUSEM de Marseille pour réfléchir à l'actualité internationale en général et plus particulièrement au bouleversement à l'œuvre en Méditerranée. Ces rencontres s'inscrivent elles-mêmes dans la programmation des lundis d'après du MUSEM qui propose chaque lundi entre novembre et avril une série de débats au format originaux pour réfléchir ensemble au monde d'après. Aujourd'hui, c'est aux différents scénarios possibles pour un pays petit par la taille et la population, mais grand par la résonance politique et géopolitique, à savoir le Liban, que nous avons décidé de consacrer cette discussion en compagnie de 2 invités. Ziad Majed, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste franco-libanais, professeur à l'Université américaine de Paris. Et pour discuter avec vous, Éric Verdeil, bonjour également. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris en géographie et études urbaines et chercheur au CERI. Vous avez longtemps travaillé à l'IFPO à Beyrouth et notamment publié 2 éditions de cet Atlas du Liban publié par l'IFPO qui fait référence. Alors je rappelle le contexte qui fait que le Liban quitte rarement le haut de l'affiche médiatique. Il y a quasiment tout juste un an, les Libanais descendent dans la rue après de nouvelles mesures fiscales, réclamant non seulement la démission du gouvernement, mais pour certains d'entre eux beaucoup plus, la fin du système institutionnel qui organise ou désorganise la vie du pays, on en discutera. Le 4 août dernier, une grande explosion dans le port de Beyrouth fait pas loin de 200 morts, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de sans-abri, invitant à une nouvelle reconstruction du pays après déjà celle liée à la guerre civile, puis à la guerre avec Israël en 2006. Et enfin, depuis cet été, plusieurs initiatives françaises menées par la présidence d'Emmanuel Macron, demandant une feuille de route, puis critiquant la trahison des dirigeants libanais. Le 7 novembre dernier, Emmanuel Macron a de nouveau appelé à la formation d'un nouvel gouvernement, font que le lien entre la France et le Liban a de nouveau été interrogé, avec en plus la réaction de l'homme fort du pays, Hassan Nasrallah, qualifiant les déclarations d'Emmanuel Macron sur les caricatures de Charlie Hebdo de grande erreur. Alors, c'est un contexte difficile auquel il faut ajouter, comme dans d'autres pays, la pandémie de Covid-19. Ça fait longtemps que vous avez été au Liban, chacun d'entre vous ? Moi, j'ai été en septembre, début octobre. D'accord, vous avez pu y aller. Et vous ? Non, moi je n'ai pas pu y aller depuis 1 an justement, et donc je ne peux pas témoigner directement de ce qui se passe récemment. Alors je parlais d'un pays petit par sa taille mais grand par sa résonance politique, et en même temps, aujourd'hui quand on parle du Liban comme un pays, des gens nous disent, d'ailleurs certains des manifestants réclamaient un pays, en disant on n'en a pas vraiment parce qu'on n'a pas la souveraineté, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas le contrôle de nos frontières. Est-ce qu'on peut aujourd'hui qualifier le Liban simplement de pays au sens où on entend un État-nation habituel ? Oui, je pense qu'il y a un pays, il y a un État-nation, mais en même temps, il y a énormément de critères qui manquent depuis très longtemps. Parfois, on a tendance à dire que les Libanais et les Libanaises se sont habitués avec cette situation assez exceptionnelle. Vous avez évoqué la souveraineté. Oui, il n'y a pas une souveraineté de l'État central aujourd'hui. Il y a une milice qui est presque aussi forte, si ce n'est pas plus forte que l'État. Il y a des communautés qui se partagent tout le système politique. Il y a au niveau de la citoyenneté un projet qui n'a toujours pas été élaboré. Et puis le pays, vu les alliances des uns et des autres avec des acteurs dans la région, est toujours aussi un théâtre de confrontation entre des différents belligérants de la région. Et puis il y a toute la crise aujourd'hui en Syrie, la question des réfugiés qui sont très nombreux au Liban, que ce soit des réfugiés syriens ou palestiniens. Donc, énormément de choses manquent, mais il y a un attachement à ce pays qui fait qu'il y a 1 an, comme vous avez dit, des centaines de milliers de gens ont réclamé la chute de ce régime afin qu'un autre pays soit possible et qu'il puisse le construire d'une manière différente. Éric Verdeil, vous l'avez dit, vous n'avez pas été récemment au Liban, mais vous connaissez quand même très bien le terrain. Est-ce que pour vous, ces manifestations qui s'inscrivaient aussi dans des manifestations un peu mondiales, dont peu ont donné quelque chose, même si au Chili, il y a une nouvelle constitution, est-ce que pour vous, ça a quand même changé vraiment les choses ? Parce que c'est vrai que de France, on entend toujours cette opposition entre les dirigeants libanais et la population. Ça arrive dans d'autres pays, mais encore plus qu'ailleurs. Est-ce que pour vous, ça a été plus qu'une étape importante, un point de bascule ?
Alors, il y a des éléments qui vont effectivement dans le sens d'un point de bascule. Je crois que l'attachement à un pays, la revendication d'un État a clairement été le fait aujourd'hui de groupes de population situés sur tout le territoire. Et ça a été à juste titre relevé comme quelque chose d'assez inédit. Mais d'un autre côté, on a aussi bien vu que on a souvent dit que le Liban était résilient, que la population était résiliente, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est la classe politique qui est très résiliente, finalement, d'une certaine manière. Voilà, qui persiste, qui s'accroche, qui détient de nombreux leviers de pouvoir qui lui permettent de se maintenir dans cette situation et aussi de continuer à cultiver la fidélité d'une partie de la population. Et ça, c'est des éléments qui, justement, ont été un petit peu mis en évidence, je dirais, ces derniers mois, en faisant le constat que, ben oui, le mouvement de renversement, de changement de régime n'a pas eu lieu. Et au contraire, pas mal de gens, finalement, affirment des loyautés, par peur de ce qui pourrait arriver à la place, parce que finalement, ils sont plus convaincus par leur leader, même s'ils lui trouvent quelques défauts, que les leaders des autres, etc. Et donc finalement, tous ces éléments-là sont des éléments de continuité dans une situation qui est celle, effectivement, d'une sorte de dissolution d'un État qui continue à exister, je dirais peut-être de manière différenciée sur le territoire aussi, de manière modulée. Donc cette souveraineté, elle s'exerce plus à certains endroits qu'à d'autres. Hein, voilà. Et donc c'est cette situation un petit peu particulière qui évolue doucement, par moments avec une catastrophe sur un point particulier, mais qui continue. Donc on est dans la continuité. Sur cette même question, point de bascule ou étape finalement qui n'aura pas été déterminante? Non, certainement, ça n'a pas été déterminant et les manifestants et les manifestantes n'ont pas réussi à renverser le pouvoir. Et il est vrai que la classe politique est extrêmement résiliente, pas seulement parce qu'il y a encore une partie de la population qui soutient certains de ces acteurs, mais aussi parce qu'elle contrôle l'administration, elle contrôle l'économie, elle a une alliance en partie avec les banques. Le clientélisme qu'elle a mis en place depuis plus de 30 ans fonctionne toujours. Les institutions religieuses la soutiennent directement ou indirectement. Donc, c'est une classe politique très résiliente et érodée et expérimentée dans toutes sortes de compromis et d'alliances et de contre-alliances avec des États de la région qui la soutiennent ou soutiennent certains de ses composantes. Par ailleurs, il est vrai aussi que la nouvelle génération montre un potentiel très important, même si aujourd'hui il y a un désespoir, il y a des départs malheureusement de Beyrouth, surtout après le 4 août et cette explosion qui a ravagé une partie de la ville. Mais on sent que les slogans qu'on a entendus, qu'on a vus dans les rues à partir d'octobre 2019 étaient des slogans radicaux. On évoquait des réformes par rapport à la laïcité, par rapport au changement de la culture politique, par rapport au rôle de la femme libanaise. Il y a quelque chose qui continue, par exemple, dans les élections des étudiants. On a vu 2 universités déjà privées où les étudiants issus de ce soulèvement populaire remportent les élections face aux représentants des partis politiques au pouvoir depuis la fin de la guerre civile. On a vu qu'au niveau de certains syndicats, il y a la même chose. Par exemple, l'Ordre des avocats de Beyrouth, il y a un avocat indépendant qui a remporté les élections. Il y a de nouvelles plateformes qui commencent à émerger en essayant de fédérer plusieurs petits groupes qui ont, pendant quelque temps, comme en mai 68, voulu créer un laboratoire citoyen, politique dans le centre-ville, sauf que malheureusement, ils n'ont pas réussi dans la durée à occuper ce centre-ville-là. Il y a eu une contre-révolution menée par Hezbollah, il y a eu une répression, il y a la crise économique et financière terrible qui les a affaiblis, il y a la crise du Covid-19 et le confinement, et puis il y a aussi le manque de coordination et cette incapacité en quelques mois, ce qui est peut-être normal, à trouver une forme d'alternative aux forces politiques qui sont là depuis des décennies. Oui, donc on a un peu d'ailleurs une impression un peu similaire à ce mouvement déjà d'il y a quelques années
où face à la crise des ordures qui est récurrente à Beyrouth, on avait vu se monter des listes citoyennes, ou avec des petites traductions politiques, mais pas capables non plus d'ébranler le système institutionnel. Juste, on va y revenir à ce système, mais Éric Verdeil, moi c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que je lis les journaux, le Liban, on me le décrit soit comme au bord du gouffre, soit comme marchant sur un volcan. C'est des métaphores qu'on entend beaucoup. Est-ce que vous qui êtes arrivé au début de vos études au Liban, juste après la guerre civile, vous avez l'impression qu'on doit davantage craindre une dislocation de ce pays auquel on tient, parce que c'est aussi une des rares démocraties de la région, un carrefour géopolitique, ou est-ce que, finalement, on a tellement dit que le Liban était proche de l'implosion ou de l'explosion que ça ne se produira pas, ou est-ce qu'à un moment, à force de penser ça, on se leurre ? Alors, je crois qu'effectivement, il y a une trajectoire historique récente qui mérite d'être soulignée. C'est-à-dire que du début des années 90 jusqu'à 2005, il y avait effectivement une trajectoire de relative consolidation, même si des intérêts qui constituaient ce bloc libanais, en fait, avaient des divergences. Il y avait eu quand même un redressement assez net au niveau d'un certain nombre de services publics, au niveau de l'économie, etc. Cette trajectoire économique a continué pendant quelques années, je dirais jusqu'à il y a 5 ans, à survivre assez bien grâce à différents paramètres régionaux et internationaux de remise de capitaux, etc., qui ont masqué la progressive dissolution des alliances politiques qui faisaient tenir le système et qui ont empêché aussi l'État de continuer à mener des actions de réforme, d'investissement qui auraient permis d'améliorer par exemple les services publics. Et donc en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où justement cette fameuse explosion a vraiment, à mon avis, révélé la grande déliquescence de cet appareil institutionnel, de cet appareil étatique qui a fonctionné, à mon avis, jusqu'à assez récemment, mais qui, faute d'un investissement de la classe politique dans ces réformes, dans les investissements, l'exemple de la crise des déchets est absolument représentatif de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a eu, jusqu'à 2015, on avait l'impression que Beyrouth était une ville assez propre, ça fonctionnait, il y avait les camions de la société Souklin, par ailleurs assez liés au clan Hariri, qui nettoyaient, etc. Donc ça pouvait donner l'illusion d'eux. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une énorme masse de pourriture à un endroit dans la montagne. À un moment donné, les habitants près de cet endroit ont dit on n'en veut plus. Ils ont fermé, avec aussi évidemment des liens politiques, des instrumentalisations, et on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme pétaudière. Et pour l'électricité, il y a quelque chose de similaire. Donc effectivement, ça a fait illusion, et peut-être qu'on n'avait pas assez souligné d'ailleurs ces éléments de crise. Et aujourd'hui, je pense que la situation est beaucoup plus délicate, même qu'elle n'était en 2005. Mais vous qui êtes spécialiste de géographie urbaine, pourquoi est-ce que c'est effectivement au Liban, souvent, on nous parle d'abord des infrastructures, avant de parler des structures politiques, comme si c'était ça le point de pourriture ou de déliquescence du pays, parce qu'elles sont particulièrement, on sait qu'elles fonctionnent particulièrement mal, mais pourquoi est-ce que c'est autour de ça que se structurent les enjeux politiques ? Je pense qu'en fait, pendant les premières années de la reconstruction, je dirais jusqu'en 2005, les enjeux qui vraiment structuraient le débat politique d'un point de vue matériel et économique, c'était la reconstruction physique des bâtiments, alors avec ce grand projet de centre-ville, etc. Et donc, il y a une économie du bâtiment qui s'est mise en route, une économie immobilière avec toutes ces connexions internationales. Cela a justement caché la question des infrastructures qui semblait aller de soi, qui semblait être non politique. Et en fait, on s'est rendu compte depuis lors qu'il y avait une très mauvaise articulation de ces infrastructures qui, théoriquement, sont ce qui font tenir un pays ensemble. L'électricité, c'est la même que vous soyez à Beyrouth, à Jounieh ou à Nabatillé. Et on s'est rendu compte que, finalement, c'était
de moins en moins le cas. Et donc, la question de l'infrastructure est de plus en plus apparue comme ce qui sépare les Libanais au lieu de ce qui devrait les unir, en fait. Hein. Et je crois que là, la focalisation sur l'infrastructure ces dernières années, elle expose justement cette fragilité dont les Libanais n'avaient pas complètement conscience, à mon avis, jusque-là. Et alors, est-ce que c'est la même chose qui se joue autour de donc, cette explosion du 4 août au port de Beyrouth, qui a une onde de choc tout à fait légitime, puisque c'était vraiment, c'était pas seulement un accident, puisque c'était lié à des faits de corruption, parce que ça fait pas loin de 200 morts, mais dont on a l'impression qu'elle a aussi dit quelque chose de quasiment philosophique sur le pays, qu'elle n'a pas simplement été un drame matériel. Comment ça se fait qu'une explosion qui reste quelque chose de matériel, qui n'était pas un attentat, qui était, même si ça a une dimension politique, a eu un tel effet dans le pays et jusqu'au dehors? Oui. Alors, juste si vous permettez, pour continuer concernant l'infrastructure, ce que pour beaucoup de Libanais et de Libanaises était extrêmement une provocation et une preuve de cette corruption et du confessionnalisme qui va avec, c'est que par exemple l'électricité du Liban a déjà pris plus de 30 milliards de dollars depuis la fin de la guerre civile pour qu'elle soit reconstruite, pour que l'électricité soit partout. Sauf que jusqu'à maintenant, il y a l'électricité, elle est 6 heures, 8 heures sur 24, et il y a des générateurs, des moteurs, des petites entreprises qui naissent ici et là, chez des différentes communautés, qui vous vendent comme des abonnements à leur service. Donc vous payez la facture de l'électricité du Liban, puis vous payez dans le quartier pour avoir le reste du temps une électricité locale. Et il y a un sentiment comme si ce sont des mafieux qui veulent que la situation reste comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs projets qui n'ont pas finalement abouti à avoir l'électricité 24 heures sur 24. La crise des déchets, c'était la même chose. Quand le contrat de Souklin, qui était la société proche des Hariri et qui gérait l'affaire, quand le contrat est terminé, pour renouveler le contrat, il y a eu toute une négociation entre représentants des communautés pour avoir plusieurs mini-Souklin afin que chaque communauté et ses hommes d'affaires puissent profiter d'une distribution, d'une rente possible. Et quand ils ne se sont pas mis d'accord, il y a eu une absence de travail et donc les déchets se sont accumulés. Donc pour beaucoup, c'est une incarnation également de ce système-là en faillite et de la classe politique qui le dirige et qui se distribue toutes sortes de profits illégaux dans plusieurs cas. Maintenant, pour l'explosion du 4 août, à la fois, on est à plus de 100 jours depuis cette explosion-là. Il n'y a pas encore les résultats de l'enquête, bien que le président de la République avait promis qu'en 1 semaine ou 10 jours, on aura des indices. Jusqu'à maintenant, aucune transparence. Ça montre déjà qu'il n'y a pas du sérieux dans le travail. Il y a des rapports et il y a des journalistes qui avaient enquêté qui montrent que des correspondances entre le port, la douane, les services de sécurité et de renseignement mentionnaient qu'il y a 2700 tonnes d'une nitrate d'ammonium qui sont très dangereux et qui sont très mal préservés dans un des hangars du port. Rien n'a été fait pendant 6 ans, depuis 2014. On dit aujourd'hui que l'explosion, ce n'était pas les 2700 qui ont explosé, mais plutôt, on estime 900 à 1200, 1000, certains évoquent. Donc, où est le reste de cette quantité? C'est une corruption parce que pour beaucoup, il y avait moyen de vendre les stocks qui étaient là. Certains disent qu'une vente a eu lieu, d'autres le nient, donc on est dans une culture de rumeurs. Les gens ne se sont pas sentis en sécurité chez eux, à domicile, au centre de la ville. Le fait que le port soit dévasté dans un pays qui importe 81% de ses besoins est une catastrophe en soi. Le fait qu'on laisse un risque pareil au cœur même de Beyrouth révèle aussi la mentalité des gens qui gèrent ce dossier. Donc c'est à la fois la corruption, la mauvaise gestion, l'irresponsabilité, le sentiment d'insécurité des gens et l'humiliation d'être réduit après tous les efforts qui ont été faits pour construire et reconstruire, tout détruire sans avoir même accès aux banques, à l'argent privé des gens qui est bloqué dans les banques privées. Ils ne peuvent même pas reconstruire et là, la pluie commence. Donc c'est une accumulation de beaucoup d'émotions, de sentiments et de frustrations qui ont fait que la colère, cette fois, était différente. Je vous pose la même question sur les raisons pour vous de cette onde de choc, en précisant à nos spectateurs et auditeurs qui ont l'ouïe fine que s'ils entendent les camions poubelles ou les klaxons, c'est parce qu'on respecte le protocole sanitaire, donc les fenêtres sont ouvertes derrière vous.
Oui, moi je voudrais ajouter un point dans ce que dit Ziad, c'est que dans l'affaire de l'explosion comme dans l'affaire de l'électricité, on retrouve aussi un mécanisme de l'action publique libanaise qui est une forme de paralysie ou d'empêchement de l'action. C'est-à-dire que dans l'affaire de l'électricité, c'est un parti, en l'occurrence le courant patriotique libre du général Aoun et de son beau-fils Gebran Bassil, qui a été plusieurs années le ministre de l'électricité et qui a gardé la mainmise sur le secteur, qui est supposé mener à bien la réforme. Donc il y a eu quelques accords au niveau du Conseil des ministres, mais ensuite cette réforme n'a cessé d'être minée et les actions envisagées donc par le Bassil ont été régulièrement, je dirais, empêchées par les opposants, à la fois parce qu'ils soupçonnaient qu'il voulait s'enrichir dans la distribution des contrats, mais aussi pour empêcher le concurrent de réaliser éventuellement un bénéfice politique dans cette affaire. Dans l'affaire de l'explosion du 4 août, je pense que ça fait effectivement depuis 2013 que ces matériaux étaient stockés. Et c'est pareil, c'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Ziad, il y a eu plein d'informations comme quoi c'était dangereux, il fallait agir, etc. Et en fait, l'administration tiraillée entre les différentes allégeances des uns et des autres, et de certains qui effectivement veulent faire de l'argent d'une manière opaque, donc ont intérêt à ne pas agir. Et moi je trouve qu'un des signes de la déliquescence de l'État libanais, au-delà des quelques symboles sur la souveraineté, etc., dont on a parlé, c'est aussi cette incapacité à agir qui s'est énormément accrue ces dernières années. Venons-en à ce qui est un des cœurs, peut-être le cœur du problème, c'est ce système institutionnel. Alors, bon, on ne va pas détailler, hein, c'est très complexe, mais voilà, on sait qu'il est fondé sur une répartition des postes entre les différentes communautés, notamment entre le poste de président, de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale, entre les chrétiens, les chiites et les sunnites. Alors, on a beau jeu aujourd'hui de dire que voilà, c'est n'importe quoi. Après, il faut quand même se remettre dans un contexte où c'est un modèle qu'on appelle en sciences politiques consociativiste, qui permet, dans des pays qui sont divisés ethniquement ou sur d'autres modèles, de ne pas se dire que le modèle majoritaire, 50% plus une personne, ça suffit à gérer un pays et que donc il faut bien trouver des équilibres. Donc c'est pas non plus, il ne faut pas le considérer comme quelque chose d'absurde, mais se pose quand même peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier la question de savoir si ce système forgé il y a déjà maintenant plusieurs décennies est à même de répondre aux crises, non seulement aux grandes crises, mais même à la gestion du pays. Oui. Alors, le problème de ce système, il est vrai qu'il a une certaine légitimité si on regarde la société libanaise. Quand la Constitution a été rédigée en 1926, elle se basait sur une réalité sociale, se basait également sur une expérience durant le 19e siècle au sein de l'Empire ottoman où les communautés étaient autonomes dans le Mont-Liban et à Beyrouth. Donc, il avait une certaine légitimité et beaucoup considéraient qu'avant que la citoyenneté libanaise ne soit bien construite, puisqu'au Liban, il y a toujours certains qui considèrent qu'il faut se replier à un Liban où les chrétiens sont majoritaires, d'autres qui considéraient que le Liban doit être ouvert au monde arabe ou voire attaché à une union avec la Syrie, la grande Syrie divisée en 1920. Donc, il a répondu à des critères qui faisait partie de la réalité libanaise. En 1943, avec l'indépendance, il a été consolidé avec une distribution des tâches et les représentants des grandes communautés, chacun aura un poste clé dans l'État. Mais le système lui-même n'était pas conçu pour gérer tout le temps des crises. Et il n'était pas non plus fait pour les caractéristiques de l'élite politique actuelle. Parce que dans les années 40, même dans les années 50, la majorité des leaders politiques étaient des notables, des marchands, des avocats. La culture du compromis était toujours là et il n'y avait pas une monopolisation de la représentation confessionnelle. Donc on pouvait trouver des alliances qui dépassaient les communautés. On peut avoir des chiites, des sunnites, des chrétiens, des druzes dans chaque alliance. Avec la guerre civile et avec l'unification des camps, des communautés, avec des phénomènes comme Hariri ou comme Hezbollah, où les chiites et les sunnites sont devenus à la fois démographiquement, mais également politiquement pesants sur la scène et sur l'équation libanaise, avec des alliances régionales, Iran, Arabie Saoudite, très puissantes,
comme alliance, ce système-là n'arrive plus à fonctionner. Déjà, il a été mis à l'épreuve en 1958, quand les Libanais étaient divisés entre Nasser de l'Égypte et l'union avec la Syrie, et le pacte de Bagdad, qui était pro-occidental, avec les monarchies, etc. Il a subi la guerre civile libanaise et il a absorbé le choc avec l'accord de Taïf, qui a renouvelé certains aspects, mais finalement, on voit que depuis 2005, il y a chaque année une crise. On n'a jamais une élection présidentielle normale. Chaque formation de gouvernement prend des mois et des mois, et parfois plus d'1 an. Il y a des démissions, les crises s'accumulent. Donc ce système est en train d'agoniser. Et en plus, il y a des choses qui n'ont même pas été respectées dans ce système même. Par exemple, Taïf stipulait la formation d'un Sénat où les communautés religieuses peuvent être toujours représentées, tout en libérant l'espace parlementaire de cette représentation-là pour permettre l'émergence d'un choix citoyen, etc. Taïf évoquait la décentralisation administrative qui aurait pu permettre aux municipalités d'avoir plus de travail, plus de prérogatives, plus de relations avec le développement humain, urbain, etc. Tandis qu'aujourd'hui, tout est centralisé et passe par la classe politique, renforçant son clientélisme. Donc, beaucoup de réformes n'ont pas eu lieu. Et finalement, aujourd'hui, entre les institutions religieuses qui contrôlent toutes les questions du statut personnel, on a 15 lois différentes de mariage, de divorce, d'héritage, de garde d'enfants, et dans toutes ces lois-là, il y a une discrimination très claire contre les femmes. La femme libanaise ne donne pas la nationalité à ses enfants et à son mari parce que les communautés ont peur des mariages qui sont plus nombreux chez les sunnites, par exemple, avec des Syriens ou des Palestiniens, des femmes sunnites avec des Palestiniens ou des Syriens. Donc il y a une série de questions qui enferment la société libanaise dans une configuration dépassée par une partie de la nouvelle génération, et qui fait que les réformes sont très difficiles. Donc, entre une réforme difficile et entre une volonté de tout changer, qui pour le moment n'a pas un rapport de force favorable, on est coincé dans des cycles de crise qui, à chaque fois, le système les absorbe un peu, mais temporairement, pour qu'une nouvelle crise émerge, qui peut être économique, financière, comme on le voit aujourd'hui, ou politique, quand les ténors ne sont pas d'accord sur quelle forme de gouvernement. Il y a une règle qui est exceptionnelle, exceptionnellement négative. C'est cette règle de pouvoir paralyser les institutions quand on n'est pas d'accord avec une possible décision. Donc on boycotte la séance d'un Parlement ou d'un gouvernement. Il n'y a plus de quorum qui doit être dans les premières séances et les séances décisives de 2/3. Et donc c'est comme un droit de veto que des minorités confessionnelles ou politiques peuvent exercer à chaque fois qu'elles ne sont pas d'accord. Ça peut se comprendre quand tout le monde a peur de tout le monde, mais avec la durée et en 2020, ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, on le voit, un système institutionnel exsangue, mais en plus, un système politique pris dans des considérations géopolitiques. Alors, il y a évidemment les pouvoirs régionaux qui jouent, on va parler des initiatives occidentales, mais je voudrais vous entendre sur ce qu'on décrit parfois, Éric Verdeil, comme l'autre communauté libanaise, à savoir la diaspora. C'est-à-dire que le nombre de Libanais à l'étranger représente, par rapport au nombre de Libanais vivant au Liban, un chiffre énorme. Dans quelle mesure ça joue sur la manière dont non seulement on parle du Liban, mais aussi dont le Liban vit? Oui, alors pour revenir à cette question, je pense qu'il faut l'aborder en termes d'un décalage entre le pays légal et le pays réel, si vous voulez. Et ça, on peut le faire de deux manières. Premièrement, à l'échelle géographique du territoire libanais, et je vais corroborer ce que disait Ziad avec un éclairage un tout petit peu différent, je pense que c'est très important de savoir qu'au Liban, les gens votent à un endroit où ils n'habitent pas. Et donc, on a une sorte de pays fictif qui est constitué. Généralement, les gens sont rattachés à la circonscription de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Et c'est un endroit où s'exercent de manière très forte les solidarités familiales, ce qui permet d'avoir justement des expressions électorales très communautaires et qui sont particulièrement contrôlées, et je dirais même manipulées par les fameux dirigeants politiques dont on vient de parler. Et
la remise en cause de ce système pour refléter le pays réel, c'est-à-dire par exemple l'urbanisation, le passage vers les côtes, qui donnerait plus de poids aux jeunes, à leurs intérêts, aux intérêts concrets de la population, comme les décharges par exemple, etc. Ce système-là est bloqué et donc contribue à la reproduction de cette classe politique. Deuxième élément de ce blocage, c'est justement le décalage entre la population du Liban et la population expatriée ou en diaspora. Alors, il y a beaucoup de fantasmes au Liban pour dire qu'il y a 14 millions ou même 40 millions de Libanais en diaspora. En réalité, il y a des gens qui sont partis il y a un siècle et demi, qui portent encore vaguement un patronyme syrien, libanais. Bon, voilà. On ne sait pas très bien quels sont les liens qui les rattachent au Liban. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que depuis la guerre civile, il y a un mouvement de départ régulier. Alors, il y a des retours aussi, mais les départs sont plus nombreux. Et aujourd'hui, il y a certainement 1,5 million de Libanais qui sont à l'extérieur du Liban, mais qui continuent à avoir des liens avec ce pays. Alors, ces Libanais, généralement, alors il y a trois grandes destinations, hein. Il y a le Golfe, où les Libanais ne peuvent pas faire souche. Donc c'est un système plutôt de noria, les gens vont, viennent, ils envoient de l'argent, etc. Et c'est aujourd'hui la principale destination. La deuxième destination, ça doit être l'Europe. Après, on a les États-Unis et le Canada qui sont assez importants. Et puis, l'Afrique, c'est beaucoup plus petit, mais même si c'est politiquement marqué, parce qu'il y a des connexions, notamment du côté des chiites, qui sont peut-être un peu plus fortes. Mais donc, cette communauté internationale, elle se caractérise par généralement un haut niveau de diplôme. Ce sont les personnes les plus qualifiées qui émigrent. Et qui vont donc avoir des salaires et des positions qui vont leur permettre d'entretenir leur famille. Et donc finalement, on a d'une certaine manière une économie du Liban qui est devenue une économie de rente, une économie de consommation. On ne produit plus sur place. Hein. Et ce sont ces Libanais expatriés, surtout des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a une grande majorité d'hommes qui sont partis, qui font vivre cette économie. Alors à mon avis, ça a des effets qui sont souvent mal perçus de dépolitisation du système. D'abord parce que tous ces gens-là qui sont à l'étranger, la plupart du temps, ils ne peuvent pas voter parce qu'ils ne rentrent pas pour les élections. Il n'y a pas de système de vote par procuration ou de vote à distance. Hein. Et donc, c'est une première forme de dépolitisation. Deuxièmement, beaucoup de ces Libanais qui sont à l'étranger travaillent dans des entreprises privées, sont dans des logiques, j'allais dire, de performance. Ils valorisent les valeurs, on va dire, entrepreneuriales, j'allais presque dire souvent néolibérales, du self-made man, etc. Et du coup, ça les conduit à regarder la société politique libanaise avec beaucoup de mépris, en disant « Regardez, tout ça, c'est vraiment des ploucs, en fait. » Et ça conduit, si vous voulez, à mon avis, dévaloriser les formes d'organisation politique libanaise. On a vu leurs défauts, hein, je ne veux pas revenir sur leurs défauts, mais tout cela est rejeté en bloc, et du coup, d'une certaine manière, cette diaspora, à mon avis, n'intervient pas assez politiquement pour changer les choses. Et quand elle intervient, ça va être plutôt justement en valorisant plutôt l'initiative privée, mais en disant, bah, de toute façon, il ne faut pas d'État, et du coup, ça pose un problème, parce qu'on a besoin d'un État au Liban. Hein. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est souvent un petit peu ignoré, mais qui est très important. Et le dernier point par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, donc, une partie de la jeunesse libanaise qualifiée, quand ils ne peuvent pas partir, très souvent, ils vont trouver du travail dans les organisations internationales qui sont au Liban, les ONG, etc. Et là aussi, ce sont des systèmes, je dirais, de dépolitisation qui exercent les fonctions de l'État, par une sorte de délégation bien comprise de la part de l'État libanais, mais sans justement faire les réformes nécessaires de l'État. Et donc, à mon avis, cette espèce de décalage international de la société libanaise, cette transnationalisation de la société libanaise, quelque part, c'est aussi un facteur du blocage politique libanais. Alors, est-ce que quand Emmanuel Macron critique vertement les dirigeants libanais, il fait au fond que reproduire le discours de la diaspora libanaise ?
Oui, enfin non mais plus Non. sérieusement, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? En fait, ce que a dit Emmanuel Macron, c'est rien comparé à ce que disent les gens dans la rue, qui ont qualifié la classe politique d'ordure, de racaille, de corrompus, de mafieux, de voleurs, de criminels. Donc lui, ce qu'il a dit était très réservé et très poli par rapport à ce qui se dit dans la rue libanaise et dans certains milieux de la diaspora. Par contre, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, parce que c'est très important de voir comment des exemples concernant la loi électorale fonctionnent. Moi, je suis originaire du sud Liban. J'y vais une fois par mois quand j'étais vivant, quand je vivais au Liban. Il y a les cérémonies, les funérailles qui, en général, attirent les gens du village. Mais je suis né et j'ai vécu toute ma vie à Beyrouth. Et je travaille et je paye les impôts et je profite des services de la municipalité de Beyrouth. Mais quand il faut voter, je dois aller au village où je ne travaille pas, je ne paye pas d'impôts, je ne profite pas des services pour voter, soit au niveau des élections municipales, soit parlementaires. Et ça, c'est le cas de peut-être 65% des Libanais aujourd'hui, ce qui crée une relation vraiment intéressante à analyser. Et d'autre part, l'âge de vote au Liban, c'est 21 ans. Donc tous les Libanais et les Libanaises qui ont entre 18 et 21 ans, qui commencent à être politisés, qui sont moins attachés au clientélisme parce qu'ils ne profitent pas encore de ce clientélisme-là, qui peut être parfois un fait accompli, ne sont pas autorisés à voter. Pour les gens qui sont à l'extérieur, on doit se rendre au pays pour pouvoir voter. Jusqu'à maintenant, le système ne prévoit pas, il commence aujourd'hui à en discuter, le vote au niveau des consulats. Donc, pour se rendre au pays, il faut payer de l'argent. Il y a 2 ou 3 grandes formations au Liban qui ont les moyens pour rapatrier des gens de l'extérieur, leur offrant le billet d'avion pour aller voter, ce qui crée encore une fois une dépendance par rapport à ces forces politiques-là. Donc, tout est fait aussi pour renforcer la classe politique actuelle, au niveau des relations sociales, au niveau de la relation avec la diaspora. Et certaines figures de cette diaspora-là qui ont fait beaucoup d'argent en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, dans les pays du Golfe, parfois veulent aussi jouer un rôle politique de patronage, de sponsor de certains hommes politiques dans le pays pour avoir aussi un prestige, des acquis, des contacts, des relations. Donc on voit que, je ne veux pas dire que c'est un cercle tout le temps vicieux, mais ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça, et c'est très difficile de le briser en 1 an ou 2. Mais alors justement, est-ce que, alors je prenais l'exemple d'Emmanuel Macron qui a quand même mis la pression sur les dirigeants libanais, mais plus généralement, on sent que les bailleurs internationaux, qui quand même, il faut voir que c'est une économie qui est vraiment plus que mal en point, avec une banque centrale, on ne sait même pas quelles sont ses réserves, avec un système bancaire en miettes où les gens ne peuvent plus accéder à leurs comptes pour certains. Est-ce que là, vous pensez que du coup, le besoin de financement internationaux, de bailleurs, peut faire bouger ce que vous avez tous les deux décrit comme quand même des immobilismes puissants? Oui, il peut y avoir aujourd'hui, par l'obligation, par la force des choses, ils ont eu pendant très longtemps un crédit presque ouvert. C'est-à-dire, la France, il y a eu 3 conférences, Paris 1, Paris 2, Paris 3, où des milliards de dollars ont été à chaque fois mobilisés pour aider le pays. Pendant quelque temps, vu les relations entre Hariri père et les Saoudiens, il y avait souvent aussi un versement saoudien à chaque fois que la livre libanaise était un peu menacée, on mettait quelques dollars dans la banque centrale. Il y a eu pendant très longtemps une aide internationale conséquente au Liban, sauf qu'avec la corruption, avec la mauvaise gestion et avec le rôle qu'a joué le système bancaire aussi, qui a accumulé des bénéfices et des profits, puisqu'il est devenu lui-même une source d'argent, l'État libanais s'endettait à travers la banque centrale des banques privées contre des intérêts, des taux d'intérêt très élevés. Finalement, aujourd'hui, avec la faillite, avec le fait que les banques ne donnent plus l'argent, avec l'absence de transparence quant à la Banque centrale, la dévaluation de la livre libanaise, la fuite de certains capitaux suite à des complicités entre banquiers et politiques, fait qu'ils ont besoin aujourd'hui. Ils ne peuvent plus redémarrer sans aide internationale. D'où il y a ce moyen de pression, de leur dire, cette fois, ça ne va pas être sans condition, vous voulez de l'argent. Il y a la conférence CEDRE qui a eu lieu à Paris, qui a, on estime, 10-11 milliards de dollars, qui sont des promesses, qui ne sont pas encore concrétisées. Mais si vous voulez cet argent-là,
il faut faire 1, 2, 3. On évoque le auditing de la Banque centrale, on évoque certaines réformes dans certains secteurs, le contrôle des frontières libanaises, parce qu'il y a un trafic illégal qui se fait vers la Syrie pour détourner les sanctions contre le régime Assad, souvent mené par Hezbollah et d'autres alliés du régime ou par juste des mafieux qui coopèrent avec leurs semblables de l'autre côté de la frontière. Donc il y a des conditions aujourd'hui et il y a évidemment aussi des conditions politiques, notamment du côté américain, par rapport à Hezbollah et son rôle, puisqu'il est considéré comme le représentant de l'Iran au Liban. Donc pour les Américains, ils veulent mettre aussi des pressions pour des objectifs politiques. Alors effectivement, avant qu'on parle du rôle des États-Unis, une question pour vous, Eric Verdeil, qui avait fait votre thèse sur la première reconstruction du Liban. Est-ce que là, aujourd'hui, après la destruction non seulement du port de Beyrouth, mais de tout ce quartier qui avait été lui-même reconstruit, on peut imaginer que la reconstruction se fasse avec les mêmes modes, avec une aide internationale, ou est-ce que c'est assez inenvisageable ? Je pense qu'on est dans une situation qui est très différente. Alors d'abord, les dégâts de cette reconstruction ont un petit peu touché le quartier qui avait été reconstruit, qu'on appelle le quartier solidaire, mais en fait, ça a surtout touché un vieux quartier historique de Beyrouth, qui s'était transformé par lui-même, qui était devenu une sorte de hub de loisirs, de sorties, etc., et qui avait été grandement dynamisé. Donc, les enjeux que posent ces destructions, ils sont de deux ordres. Il y a d'abord des pertes assez importantes au niveau du patrimoine, parce que c'était justement la concentration d'anciennes maisons ottomanes, etc., et qui ont une grande valeur, mais qui étaient un petit peu aussi déjà décaties, et ça a accéléré cela. La deuxième chose, c'est que ce quartier faisait l'objet de dynamiques spéculatives extrêmement importantes depuis quelques années, avec des tours qui commençaient à pousser et à transformer assez fortement son tissu social. Et donc, les enjeux aujourd'hui concernant sa reconstruction, c'est d'une part d'essayer de trouver une manière de limiter la destruction patrimoniale, et en même temps de préserver ce qui restait du tissu social et d'éviter une aggravation de ce mécanisme de à la fois gentrification, exclusion, éviction qui risque de se produire. Comment faire cela? À mon avis, ce ne sont pas du tout les modèles qui ont été utilisés pour la reconstruction de Solidaire ou un peu après pour la reconstruction du quartier de Hartareik dans la banlieue sud au lendemain donc du bombardement israélien en 2006, qui pourraient être utilisés. D'une part, le modèle solidaire, c'est-à-dire de confier à une société privée la reconstruction de ces quartiers touchés de Beyrouth, en fait, le premier opposant, ce serait justement Solidaire, parce que ça leur ferait une concurrence. Et donc, ils n'ont pas du tout intéressé à ça. Deuxièmement, Solidaire avait bénéficié d'un phénomène de souscription, d'action, donc ils avaient levé beaucoup de capital. Aujourd'hui, je ne sais pas quels seraient les investisseurs libanais ou golfiens qui voudraient mettre de l'argent dans un pays où voilà, on ne peut même pas aller retirer son dollar à la banque. Donc, bon, voilà. Troisièmement, le modèle de reconstruction banlieue sud, patronné par le Hezbollah, c'est un modèle qui, en fait, n'est pas d'actualité dans ces quartiers d'Achrafiyeh qui sont relativement divers sur le plan politique, il y a plusieurs courants, et il n'y a pas du tout le même enjeu j'allais dire, de contrôle de la population et la même capacité de ces partis de contrôler la population qu'avait Hezbollah. Et du coup, à mon avis, le risque auquel on fait face dans la reconstruction de ces quartiers, c'est un grand immobilisme, une absence de fonds qui serait mobilisable pour réparer ce qui pourrait l'être. Et du coup, on risque d'avoir une forme de dégradation lente, une sorte de pourrissement de la situation. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Oui. Alors, une dernière question, Ziad Majed. Vous parliez des États-Unis. Bon, alors, à l'heure où on enregistre cette discussion, Donald Trump est toujours retranché dans la Maison-Blanche, mais on peut imaginer quand même que Joe Biden y accède bientôt. Est-ce que ça peut changer les choses pour le Liban, sachant que ces questions qui ont l'air d'être des grandes questions de relations internationales, pour le Liban, c'est très concret, notamment à travers la place des réfugiés syriens qui sont venus par centaines de milliers dans le pays. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce changement de président s'il a bien lieu? Non, moi je ne pense pas que ça va être un très grand changement. D'un côté, il y a des priorités américaines pour Biden avant même de parler de la région et du Moyen-Orient. En plus, il va y avoir
probablement des négociations avec l'Iran. Et là, les Libanais considèrent que ça pourrait avoir des répercussions sur la scène libanaise via Hezbollah. Mais même ces négociations-là ne vont pas être comme celles que Obama avait avec l'Iran, où le seul sujet du projet nucléaire était au cœur des pourparlers. Cette fois, certainement, le rôle de l'Iran dans la région va être évoqué. Donc, le changement ne va pas être ni immédiat, ni crucial pour le Liban. Par contre, certains hommes d'affaires libanais pensaient dans le temps, et ils étaient encouragés à le faire par le courant patriotique libre et par Hezbollah et par autres, que si jamais il y a une solution en Syrie, c'est à eux d'avoir les contrats de la ou d'avoir une partie des contrats de la reconstruction. Cette question-là, elle est aussi maintenant dépassée parce qu'il n'y aura pas de reconstruction en Syrie tant qu'il n'y a pas de transition politique ou du moins un accord international autour de la question syrienne. Et on n'a aucun indice aujourd'hui qui montre qu'on est dans cette voie-là. Et pour les réfugiés au Liban, même si une partie souhaite rentrer, mais l'expérience le montre que la grande majorité, l'énorme majorité, ne peut pas rentrer par crainte de la torture, des arrestations qu'ont subies ceux qui sont rentrés dans la Syrie assadienne. Donc, on est dans une situation où peu de paramètres vont évoluer positivement dans les prochaines années. Ce qui compte encore une fois, c'est une tentative, une nouvelle peut-être, de la part des jeunes, des cadres et des activistes qui ont fait ce mouvement du 17 octobre, de se réorganiser, de se préparer à des possibles élections parlementaires ou même locales, tout en essayant aussi d'être une force politique et sociale et de garder un œil sur les négociations économiques avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec la France et les autres acteurs, si jamais ils vont débloquer de l'aide pour que cette aide-là soit dans les bons domaines et qu'elle ne soit pas volée ou mal versée, disons, du côté de la classe politique. Tentative donc de finir sur une note pas trop sombre après la description d'une situation quand même pour le moins compliquée. Merci beaucoup à tous les deux, Ziad Majed et Eric Verdeil, d'avoir fait un détour par nos studios du passage Brûlon en dépit du confinement et du protocole sanitaire lui-même complexe. Les lundis d'après du MUSEM, c'est lundi prochain. Et nous, pour notre partenariat sur les questions internationales, notamment en Méditerranée, on se retrouve en janvier de l'année prochaine. Encore une fois, si la situation sanitaire nous le permet. Merci beaucoup. Merci.